Le 13 décembre, place de la Bourse à Paris, je vous accueille pour une journée exceptionnelle, les portes ouvertes du centre de l'Hormèse, le centre holistique qui forme au métier du soin et de la performance. On vous attend très nombreux, vous pourrez rencontrer des élèves du centre en cours de formation, des certifiés qui ont terminé leur cursus et leur poser toutes les questions que vous voulez. Je ferai une conférence et il y aura des invités de marque durant cette journée. Donc je vous invite à vous inscrire via le formulaire ci-dessous. Je vous attends nombreux. Mon JB, cher Nakama, aujourd'hui, quand même, nous recevons une personne sur Verisme TV qui sauve des vies. Parce que d'habitude, on rigole, tu vois. D'habitude, on joue au jeu de la vie. Mais avec toi, on joue plus trop. Parce qu'un médecin urgentiste, mine de rien, ça sauve des vies. Alors derrière sa bogossitude d'un autre univers, ce Jean-Baptiste Bourgeois-là est médecin urgentiste. Il fait partie de la fière troupe des Nakama, donc c'est-à-dire vraiment notre famille de cœur que l'on forme avec nos amis. Et oui, il est le médecin de la bande. Il est celui qui nous ramène sur Terre quand on commence à partir dans les étoiles et à raconter des trucs. Écoutez, la réalité du terrain, c'est ça. Et ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un voilà, d'aussi ancré et qui pourtant a un véritable détachement par rapport à ça et une telle sagesse que t'en es venu à réfléchir à la médecine même et à proposer ouais, mais, enfin, j'oserais le dire, une certaine forme de révolution en fait de ce système de santé qu'on a en France, en parlant de prévention, en parlant de renforcement, en parlant de ces notions-là, moi, qui me sont chères, qu'on trouve du côté alternatif habituellement, et de là de dire c'est pas que farfelu, il y a peut-être des choses à prendre même pour les médecins. Donc voilà, j'aimerais qu'on discute de ça aujourd'hui dans cette interview et évidemment c'est en prévoyant avec cette ligne de mire qui est ta conférence le 13 décembre à Paris pour les portes ouvertes du centre de l'Hormèse parce que tu es professeur aussi, j'ai la chance de t'avoir comme professeur au centre. Donc voilà mon JB. Bah, ça me va très bien comme programme, mon Pierre. Ça me fait vraiment Euh, plaisir d'être ici parce que je trouve que c'est aussi une façon de mettre de concrétiser et de mettre un petit peu, tant par vidéo que par oral, les échanges qu'on a pu avoir ensemble et avec les Nakama justement parce que, à contrario, moi même si des fois j'ai tendance à apporter cet aspect presque terre à terre comme tu dis, vous m'avez aussi tous appris et influencé justement sur le fait que il y a pas que la médecine des bouquins, il y a pas que la théorie, il y a la pratique, il y a tout ce qui va avec et qu'en effet, je m'oriente de plus en plus vers cette synthèse entre ce qu'on peut échanger, ce qu'on peut essayer, réaliser qu'en fait, revenir des fois du bon sens à revenir à l'essence même, à la base, pour la santé, avant de sauter sur les gens avec des médicaments, avec des thérapies, que il y a peut-être deux mondes qui peuvent converger ensemble plutôt que de lutter l'un contre l'autre. Où beaucoup de médecins sont contre ce qu'ils vont appeler les médecines douces de façon caricaturale et à contrario, des personnes qui se sentent en marge du monde de la santé, du monde médical et qui viennent lutter en disant que la médecine moderne n'a absolument aucun intérêt et qu'il faut absolument tout arrêter. Et bah, c'est réussir à faire le pont et se dire que bah il y a peut-être un entre-deux qui est possible, un juste milieu où bah en fait, en effet, avant de sauter sur les gens avec des thérapies, avec des médicaments, on va essayer par exemple 3 mois de règles hygiéno-diététiques, ce que tu vas enseigner et ce à quoi tu formes les gens au centre de l'Hormèse. Et que peut-être que là, dans quel cas, si au bout de ces 3 mois, ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut passer sur des médicaments, une médecine plus allopathique. Ou à l'inverse, des fois, se dire, bah, ça fait des années qu'on est sous traitement, peut-être qu'on peut essayer de mettre d'autres choses en place pour essayer de rétrograder les traitements ou, voilà, trouver ce juste milieu. Et c'est vrai que de par ma profession d'urgentiste où, tu le disais en introduction, c'est le but, c'est justement de sauver des vies. Euh, c'est malheureusement et heureusement pas que le cœur du métier, mais c'est une partie, en effet, qui est de maintenir les gens en vie dans les situations graves ou les ramener à la vie. Et justement, de se dire que là, à l'inverse, la médecine moderne est absolument incroyable. Et même si je suis pas encore parmi les vieux barbus de certains de mes confrères, j'ai déjà pu voir l'évolution en l'espace de 15 ans de la médecine et ce qu'on fait maintenant, c'est juste incroyable, quoi. ouais. J'imagine et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles justement aujourd'hui des évolutions de la médecine et ce qui te semble être vraiment optimiste semble être vraiment incroyable de nos jours et comment ça évolue. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous décrire le quotidien d'un médecin urgentiste? Ça ressemble à quoi, justement? Le chaos, j'aurais envie de dire, l'absence de routine, Ouais. l'absence de
presque, j'ai envie de dire, de repères et qui est le plaisir de ce métier aussi, c'est que chaque journée est complètement différente et voire même c'est compliqué d'avoir des repères fixes. Mais c'est aussi ça qui tend vers le fait que bah, je recherche une fois vers plus de stabilité. Donc c'est comme quoi les gens qui peuvent peut-être nous écouter et se dire ah ben moi j'ai que de la routine et j'aimerais bien un peu de chaos dans ma vie. Bah, en fait l'être humain une fois de plus veut toujours ce qu'il a pas. Mais c'est des semaines décousues, c'est-à-dire ah bah cette semaine j'ai littéralement bossé je crois 18 heures sur mon planning pour la semaine. Semaine précédente j'ai fait 80 heures. Donc c'est vraiment déjà un planning en accordéon avec généralement des alternances entre les journées, les nuits, des posts en 12 heures postés, des fois 10, des fois 8, des fois 24 heures, même si ça se fait quand même de moins en moins. Et on oscille entre du coup le service des urgences, donc la porte d'entrée de l'hôpital où les gens se présentent de façon spontanée ou sont amenés avec les ambulances et les pompiers. Donc généralement après une régulation quand on appelle le 15, qu'on appelle le SAMU. Et une autre partie du métier qui est du coup être médecin au SAMU. Donc c'est le médecin qui va venir sur le lieu de l'accident si c'est un accident de voiture ou qui va venir dans le quotidien des gens, chez les gens, parce qu'on estime que la gravité est telle que c'est au médecin et à l'hôpital d'aller chez la personne et non pas l'inverse pour stabiliser, faire les gestes de premier secours pour justement faire les gestes de ressuscitation ou de même stabiliser suffisamment la personne ou même des fois faire un pré-diagnostic pour ensuite l'envoyer au bon endroit. Et ça, du coup, ça se fait soit par la voie routière, soit en hélico. Et ça, c'est le côté qui fait des fois un petit peu rêver, surtout dans notre région savoyarde en hiver. Et c'est quoi qui va être le cœur finalement, tu as dit, même si parmi toute cette volatilité, un jour ne ressemble pas à l'autre. On entend souvent les pompiers dire, vous savez, vous pensez toujours qu'on est en train d'éteindre des incendies, mais c'est surtout le chat de la voisine qu'il faut décrocher Mhm. du toit. Est-ce que toi, c'est un petit peu ça. On imagine Georges Clooney, Les Urgences, tu vois, la série télé, où c'est toujours un cas extrême, c'est toujours un grand blessé, c'est toujours quelque chose comme ça. Alors que peut-être, bah, ça arrive une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, mais c'est pas ton quotidien, c'est plus de l'ordre du petit bobo au quotidien, voilà. C'est une belle question et c'est vrai qu'il y a un juste milieu. Je dirais que les urgences vitales graves, ça doit être peut-être 20% de notre activité. OK, quand même 20. Il doit y avoir 50% qui est peut-être entre deux. Entre ce qui aurait pu être peut-être être géré en médecine de ville, mais qui est quand même suffisamment intense pour être aux urgences et pas pouvoir attendre, et 30% qui potentiellement a plus vraiment sa population à leur santé, d'un problème d'accès à des ressources et à des moyens médicaux, parce que même si on avait fut un temps, si on lit les écrits, le meilleur système de santé au monde, maintenant ça se casse quand même un petit peu la gueule, et l'accessibilité aux soins est compliquée. Est D'accord. compliqué parce qu'il y a plus assez de médecins généralistes, que les délais, en fait, quand vous avez besoin de voir votre médecin, c'est généralement sous 48 heures. Quand on vous propose un rendez-vous à 3 semaines, c'est pas quelque chose de possible. Donc c'est là où justement toute une autre médecine a sa place. Une autre médecine qui, au lieu d'aller aux urgences, ou rappelons-le quand même, une urgence généralement, et j'aime bien le définir comme ça, c'est qu'il y a un risque vital ou fonctionnel si on ne fait rien sous 24 à 48 heures. Bah pour certaines choses, en fait, c'est de l'éducation de santé. C'est reprendre le bon sens de bah moi, je pense toi comme moi, quand on était petit, qu'on avait de la fièvre ou qu'on avait la grippe, et ben nos parents ils nous donnaient du Doliprane, on restait au lit, on se disait bah il a le nez qui coule, ça va passer tout seul. Maintenant, il y a aussi une vraie anxiété de la population qui est plus au fait de sa santé parce qu'ils ont plus aucune connexion à leur santé, mais plus du tout d'éducation non plus à la santé. Ce qui fait que les gens c'est ah bah j'ai eu un peu de fièvre, donc vu que ma voisine j'ai vu qu'elle avait eu l'appendicite quand elle a eu de la fièvre, j'ai sûrement un truc grave, donc je vais aller aux urgences. OK. Et ça, c'est une vraie problématique parce que les urgences se retrouvent saturées, où on se retrouve à être obligé de trier aussi les patients en fonction de la gravité. Donc les patients les plus graves vont passer devant ces gens-là. C'est ces gens-là qui se retrouvent des fois à attendre 5, 7, 8, 10 heures aux urgences, qui ont un vrai mécontentement, ce qui s'entend aussi. Et des fois, selon les régions, selon les villes, il n'y a pas de possibilité de les réorienter vers de la médecine de ville. Moi où je travaille, on a la chance d'avoir de la réorientation qui marche plutôt bien. Mais il y a des endroits où en fait les urgences et l'hôpital, c'est le seul point de ressources médicales pour tout le secteur. Et du coup, ça pose des vraies problématiques. Mmh. Et quand tu discutes, enfin, évidemment, là, on se réfère à notre enfance, comme tu l'as dit, quand on était petit, notre rapport à la douleur, à la souffrance, à la maladie et à la mort. Complètement.
ce rapport-là, finalement, il a sans doute fortement évolué ces derniers temps, sur toutes les franges de la population, bien entendu. Est-ce que toi, nous, on fait ce constat-là à notre échelle, mais est-ce que quand tu discutes avec des urgentistes qui sont peut-être plus âgés que toi, les chefs de service, et cetera, qui ont 60 ans, te disent: «Avant, c'était vraiment différent. Avant, les gens, les urgences étaient pas autant, comment dire? Prises d'assaut, Bien sûr. par des «fausses alertes» entre guillemets, parce que là, on parle quand même, je me dis: «OK, il y a 30 ça a sans doute rien à faire là. Ça pourrait être pris par de la prévention et de l'hygiène vitale et cetera». 50 entre deux, donc peut-être que dans 50, on peut prendre encore 50 de 50, prendre dire la moitié de ces 50 là, Bien bah, sûr. finalement ça fait 1 cas sur 2 qui pourrait presque être évité ou voilà, qui devrait pas encombrer les urgences. Hem, est-ce que ouais, en discutant avec les anciens, ils te disent ça, ils te confirment ça, que ça a changé de cette manière-là? Complètement. Ils le Ah ouais? confirment parce que même quand tu discutes avec eux, ils faisaient beaucoup plus de médecine grave parce que même sur en fait, le grave était plus grave parce que, la santé était pas aussi performante que maintenant. Ouais. Quand je discute avec certains collègues, il y a 20 ans, donc ce qu'on appelle les coronarographies ou l'angioplastie, cardiaque, donc qui consiste à monter un petit guide au niveau de l'artère du poignet et on va, mettre les fameux ressorts, les stents au niveau du cœur quand on fait un infarctus. Bah, quand je discute avec ce collègue, qui a maintenant, 65 ans, donc c'est pas non plus si vieux, il me racontait, bah, lui, il a connu l'époque où ça n'existait pas, la coronarographie. Et il me disait, bah, en fait, on était déjà content de faire le diagnostic d'infarctus, mais les gens n'avaient rien à proposer derrière. Donc derrière, ça faisait des gens qui avaient des insuffisances cardiaques, donc un cœur qui ne fonctionnait pas et qui donnait des gens qui étaient moribonds et qui, du coup, étaient beaucoup plus graves. Maintenant, tu fais un infarctus, quasiment 48 heures après, tu es rentré chez toi comme si de rien n'était. Ouais. Et ça m'arrive même, c'est quand même très rare, mais j'ai des fois des patients, ils sont même pas conscients qu'ils ont fait un infarctus, qu'ils ont fait, une fameuse attaque au niveau du cœur. Donc en fait, il y a un peu tout ce changement aussi de comportement. Les accidents de voiture, quand tu discutes avec, les vieux Smurus, ils t'expliquaient des accidents graves ou des morts sur la route, ils en faisaient, tous les jours. OK. Nous, maintenant, des morts sur la route, quand on en fait, 2 par mois, j'ai envie de dire, c'est le grand maximum. Parce que les voitures sont plus sécuritaires, mais Bien sûr. aussi parce que les moyens médicaux qu'on a à disposition sont, sont hallucinants. En Ouais. l'espace de 20 ans, on est passé du, médecin qui arrivait avec sa petite mallette, 3 médicaments et il faisait avec ce qu'il pouvait, où maintenant, on a quasiment un service d'urgence dans la voiture. C'est Mmh. avec, ce qu'on a en double, ce qu'on a en triple, les possibilités qu'on a. Je digresse un petit peu, mais quand tu vois, par exemple, la possibilité d'ECMO, les circulations extracorporelles, où en fait, on vient brancher une machine qui va prendre le relais du cœur, où les gens, c'est globalement des gens où en fait le cœur ne fonctionne pas, le cœur est arrêté. Et en fait, cette machine va venir faire office de cœur artificiel le temps qu'on arrive à réparer le cœur, pour faire très simple, si on peut vraiment sur une cause cardiaque. Et bah, à Lyon et à Paris, je crois que Marseille aussi maintenant, ça fait 5 ans qu'ils expérimentent le fait d'aller poser cette machine en ville. C'est-à-dire qu'au milieu de la rue, on va faire, moi j'ai pu le voir et c'était sur une intervention, c'était arrivé. On vient littéralement monter un plateau de chirurgie, monter un cœur artificiel sur le trottoir entre 2 rues Voilà. pour espérer justement sauver cette personne et lui donner des chances où avant en fait on n'aurait, rien fait du tout. Mmh. Donc donc il y a vraiment cette vraie évolution qui fait que oui, avant c'était plus grave, peut-être que les gens mouraient plus, donc arrivaient peut-être moins aux urgences. Il y avait aussi par contre plus d'éducation, il y avait peut-être moins d'anxiété. Il y avait aussi, indirectement aussi, tu parlais justement de tout ce renforcement et de l'hygiène de vie. Peut-être des gens qui avaient peut-être certaines pathologies, qui avaient peut-être moins de pathologies sur le plan cardiovasculaire, qui est quand même le principal pourvoyeur de problèmes de santé. Bah voilà, de se dire que, bah, il y en avait moins, mais la population était aussi plus petite. Donc en fait, il y a beaucoup trop de biais, c'est difficile à trouver un Ouais. juste milieu, mais en tout cas, le ressenti, c'est que on faisait des patients plus graves aux urgences et on faisait plus d'urgences. Mmh. D'accord. Est-ce que tu crois que, quand est-ce que tu as fini tes études de médecine? Alors moi, j'ai fini mes études de médecine, c'est une très bonne question, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc c'est assez Ouais, récent, c'est assez frais, donc c'est tu vas ça. pouvoir nous éclairer, J'ai qu'est-ce commencé que en 2010. en 2010? OK. 2010, ma première année, ouais, 2012, j'étais en deuxième année, donc ça fait les 10 ans, Ouais. Qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce qui manquerait dans ce cursus? Comment tu le modifierais au regard maintenant,
justement de ces 4 années post-doc, quoi, de terrain, pour pallier finalement à ce grand pourcentage bah, de climat anxiogène finalement. C'est vraiment un climat anxiogène qui fait que Mmh. on se dirige vers les urgences quand, peut-être, il ne faut pas. Un climat anxiogène aussi heu, plus du côté, pour moi, hein, qui m'est très cher, qui est de la déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'on a donné trop de clés de notre santé à quelqu'un d'autre, que ce soit un thérapeute, Mmh. que ce soit un médecin, peu importe, ou même, autrui, en fait, l'État. Quelqu'un d'autre que moi, gère ma santé, et donc je fais plus du tout de lien avec, ma nutrition et tout le reste. Qu'est-ce que tu ajouterais au cursus? Tiens, je te parachute ministre de la santé là, comment tu révolutionnes le cursus des médecins, qu'est-ce que tu y ajoutes? C'est Qu'est-ce que tu enlèves aussi? c'est une belle question et avant de rebondir, tu vois, quand tu dis justement tout cet aspect, d'avoir déresponsabilisé sa santé, moi, quelque chose qui va te faire sourire et on en a déjà parlé ensemble, mais quand tu es malade, tu ne payes pas. Foncièrement, d'une certaine façon, c'est la sécu qui va payer, tes mutuelles et autres. Par contre, tout ce qui va être de la prévention, ça va être de ta poche. Mmh. Et déjà, je trouve que quand on voit ce versant, et ça, c'est quelque chose qu'en Asie, ils ont très bien compris depuis des années, mais déjà, on se dit qu'il y a peut-être un problème quelque part, que sur la partie où en fait, ça devient de la responsabilité de l'individu, ça demande des contraintes financières, des contraintes de temps. C'est pas organisé pour que les gens aient cette possibilité. Si demain tu dis, bah, en fait, j'aimerais prendre une demi-journée pour aller faire du sport parce que c'est bon pour moi, ton employeur va te dire non. Mais par contre, si tu dis, je dois prendre une demi-journée pour des consultations médicales, elles te sont dues. Donc déjà, il y a un peu cette déresponsabilisation. Mais si demain tu me parachutes ministre de la Santé et que on doit changer les études de médecine, je pense que je rajouterais deux choses en plus. La première, ce serait de l'humain. Ça serait beaucoup plus d'humain, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de proximité. C'est retrouver cette médecine, j'ai envie de dire, qui se faisait avant, parce que bah, mon père était chef de service, donc j'ai toujours baigné dans la médecine, mais où il y avait un échange avec le patient. Il y avait une confiance aussi entre le patient et le soignant, et j'ai le sentiment qu'ils avaient quand même plus le temps. Alors que maintenant, en tout cas, depuis les études de médecine ont déjà un peu changé sur l'aspect de la sélection de la première année, mais tu vois, moi, on était 2000, ils en prenaient 170. Bah, fallait apprendre. C'était celui qui apprenait le mieux par cœur et qui pouvait tout recracher. Mais à aucun moment tes compétences humaines, tes compétences relationnelles, ta sensibilité étaient mises en avant. Et Mmh. derrière, ça donne des super médecins qui sont des grands techniciens. Mais j'ai encore vu récemment, il y en a certains qui sont capables d'annoncer un cancer à une personne comme s'ils allaient acheter une baguette de pain. Ouais. Et ça n'a pas de sens. En fait, Mmh. on est plus sur de la médecine technique où on est des grands techniciens, mais il y a plus de contact avec l'humain. Moi, je le vois quand j'ai travaillé aux soins intensifs de cardiologie, j'avais des patients qui arrivaient, donc qui avaient consulté aux urgences, qui avaient vu un médecin, qui avaient eu un diagnostic d'infarctus, qui avaient eu cette fameuse coronarographie où on remonte dans les artères, un stent, et qui finissaient aux soins intensifs de cardiologie. Donc tout ça sur l'espace, on va dire, d'une journée potentiellement, où je les voyais le lendemain, et les personnes ne savaient même pas ce qui leur était arrivé. Et je me disais, mais il y a personne qui vous a expliqué? Ah non, non, on m'a passé du point A au point B au point C, sans même qu'en fait le patient soit s'intéresse à ce qui lui arrive et donc du coup va venir dire attendez, là vous êtes en train de m'emmener ailleurs, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, soit par manque d'intérêt, soit par pudeur. Et à l'inverse, aucun médecin qui s'était ou soignant, hein, il n'y a pas que les médecins, mais qui s'était dit mais est-ce que ce monsieur il est au courant de ce qui se passe? Donc je trouve que déjà cette partie humaine est nécessaire. Il y aurait une grande partie justement, et ça fait le parfait pont avec l'humain, c'est d'avoir du temps pour faire de l'éducation aux patients. Au lieu d'être l'urgentiste aigri qui va dire aux gens, bah, monsieur, vous avez rien à faire là parce que vous avez la grippe, vous avez rien à foutre aux urgences, bah, c'est peut-être lui dire, écoutez, je comprends que vous avez été anxieux, mais souvenez-vous qu'avant que cette vague de Covid et tout le climat anxiogène aille avec, quand vous avez la grippe, si vous n'étiez pas au bord de l'agonie sur le plan respiratoire, vous étiez au fond de votre lit pendant 4, 5, 7, 10 jours et ça allait. Et ça passait comme ça. Donc, c'est avoir ce temps aussi d'éducation des gens et les resensibiliser justement sur le fait qu'ils doivent être responsables de leur propre santé. Mmh. Et ça ferait le lien avec le troisième parti, donc responsabiliser les gens à leur santé, ça revient à faire de la prévention. Ça revient à sortir complètement de cette médecine paternaliste et moralisatrice où je suis le sachant et il faut faire ce que je dis, où depuis quelques années maintenant avec Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, où maintenant c'est plutôt le patient qui va faire sa liste de courses au médecin en disant je veux ci, je veux ça, j'ai lu que et je sais qu'il me faut ça. Bah, c'est retrouver ce juste milieu où en fait, on va lui donner les clés pour faire la prévention, lui donner les clés pour faire ses choix aussi. Parce qu'en fait, ça peut être un choix. Mais à l'heure actuelle,
je suis pas sûr que beaucoup de personnes se rendent compte que la sédentarité tue plus que le tabac. Que beaucoup de personnes se rendent compte qu'on peut être sportif sédentaire. Toutes ces problématiques, se rendre compte que, en fait, ton alimentation, c'est pas complètement ce que tu vas penser. Que ton Nutri-Score, si on digresse jusqu'à ça, en fait, c'est pas aussi beau et aussi magnifique que ce que ça a l'air de dire. De même pour le bio, de même pour tous ces problèmes, en fait, de marketing où les gens tombent dedans et que c'est aussi notre rôle maintenant en tant que soignant d'être formé à ça. De Mmh. par l'association qu'on a aussi tous les deux avec Féroce. Moi, j'ai découvert et redécouvert aussi beaucoup de choses et qui m'ont complètement encouragé dans cette démarche et tant de m'associer avec Féroce que de changer aussi ma vision de ça parce que tu te dis, mais attends, si on prend le quid de la viande rouge, de se dire, mais attends, tout le monde nous dit que la viande rouge, c'est catastrophique sur le plan écologique. En fait, quand tu vois ce qui est possible de faire avec une viande qui a un impact carbone à zéro, qui sur le plan inflammatoire a rien à voir avec une viande de supermarché, où moi-même, je me souviens, il y a quelques années, je me disais, mais si je mange de la viande, je mange sain. Alors qu'en fait, ta viande cellophanée, c'est presque maintenant un produit ultra transformé. Tu te dis, mais en fait, les gens, ils ont pas forcément accès à ça. Donc, est-ce que c'est pas du rôle du soignant, du thérapeute, d'avoir cette formation pour dire, attendez, moi, je vous propose une alternative, ou au moins d'avoir toutes les clés. Au moins de comprendre tout ça et de pouvoir faire le choix. Ça va être simple, hein, de Ah, révolutionner ça va tout être ça. simple, ouais. Et le programme? Non, mais évidemment et on se dirige, je l'espère, vers des éducateurs de santé où l'humain est central, très clairement. Parce que sinon, comme tu l'as dit, l'intelligence artificielle fera mieux que nous. Moi, j'ai encore une connaissance là, qui est d'ailleurs un élève du centre de l'Hormez dont je tairai le nom, mais qui, auprès de ses médecins, il avait un problème de santé, il avait aucun répondant. En tout cas, il tâtonnait et jamais vraiment de piste, vraiment, pour expliquer ce qu'il avait. Donc un truc un peu idiopathique. Bon, il fait des analyses, il envoie ça à ChatGPT, qui lui donne, un feedback qu'il avait jamais eu. Et putain, mais j'ai un truc, aucun Incroyable. médecin me l'a jamais dit. Et il est allé là-dedans. Alors je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais tout d'un coup, t'as une lecture qui est différente sur juste des analyses sanguines. Hein. Dis, il y a potentiellement cette piste-là qu'il faudrait explorer. Tu vois, l'homocystéine. Potentiellement, il y a un truc là-dedans. Ok, aucun médecin lui avait sorti ça alors qu'il en avait consulté un grand panel. Donc c'est pas du tout ça. À mon avis, si on se cantonne dans le rôle du thérapeute à connaître parfaitement soit du côté alternatif toutes les formes galéniques des plantes, soit du côté allopathique tous les médicaments et les formules chimiques, heu, on est mort. Enfin, il y aura plus Complètement. très concrètement d'accompagnants. Mais là où on est irremplaçable, l'humain, c'est justement qu'on est humain. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, quand je regarde un film ou une vidéo, tu vois, il y a Sora 2 qui vient d'arriver là, qui fait des vidéos par intelligence artificielle, incroyable. Tu mets un prompt, ça te donne une vidéo réelle. Vraiment, tu peux pas faire la différence. Moi, il me faut quand même un moment où je me dise: «C'est un gars qui s'est fait chier à faire cette vidéo». Il y a un être humain qui s'est vraiment fait chier à faire tout ce film-là et ça me touche. Ça, Mmh. par l'empathie, tu vois? Que ça me touche. Une machine pourra jamais faire un accompagnement, ne pourra jamais nous toucher de manière empathique parce que ce n'est pas un être humain, per se, quoi. Par définition, c'est pas un être humain. Donc ça a sa limite ici. Donc si on rajoute pas de l'humain et qu'on continue à faire des consultations de 15 minutes, c'est cuit, quoi. L'intelligence artificielle va nous remplacer ou en tout cas, les seuls médecins qui vont rester, ce seront les médecins qui utiliseront l'intelligence artificielle. Très clairement, quoi. Exactement. Et Donc moi, je te rejoins d'autant plus parce que c'est un débat que j'avais avec des collègues parce que nous, aux urgences, en soi, c'est que de l'algorithme. mmh, Je suspecte telle maladie par rapport à tel symptôme ou tel résultat. Donc, ça va entraîner une succession de choix et de conséquences. C'est de l'algorithme en soi. Mais en effet, le propre de l'urgentiste, c'est un peu ce qu'on appelle le sixième sens de l'urgentiste, où des fois, tu vois des patients, tu dis, lui, il y a un truc, c'est pas dans le tableau, ça ne colle pas, je le sens pas. Et cette capacité justement de sortir de l'algorithme, de sortir du lot, de prendre les décisions et de dézoomer. Et comme tu dis très justement, et c'est aussi ça qui est beau et ça rejoint la discussion du début. Je pense qu'aujourd'hui, je connais peut-être moins de posologie de médicaments ou de subtilité de certains médicaments que certains confrères de l'époque, mais à contrario, j'en connais beaucoup plus dans la globalité. ouais. Parce que je sais, on a accès à ces ressources. Avant, moi, j'ai commencé la médecine d'urgence, j'avais mon petit carnet dans la poche avec tes petites notes, tes petits pense-bêtes, parce que tu te disais, oh là là, si je me retrouve face à telle pathologie qui est complexe, faut pas que j'oublie que c'est
tel truc à faire ou tel médicament que j'utilise pas souvent à telle posologie. Maintenant, en fait, tu vas sur ton téléphone. Mmh. Et du coup, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Mais moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça te libère de l'espace dans ton disque dur interne pour avoir d'autres connaissances, pour avoir un autre regard, pour peut-être te focaliser sur autre chose. Mmh. Ouais, ouais, Et en c'est effet, c'est c'est vraiment un peser le pour et le contre là qui est nécessaire surtout pour vous et encore j'ai envie de dire dans les 20 des urgences dont tu me parlais tout à l'heure où là vraiment tu as une vie en jeu. Donc faut si on a un outil automatique qui sauve la vie, bon, bah, on a gagné. C'est dans tout le reste finalement, le gros du panier là, les 80 qui restent où là, l'éducation, la prévention peut trouver sa place, surtout le lien humain. La médecine, évidemment, on parle des déserts, médicaux, de plus en plus en France, où il nous manque des médecins dans les villages. Heu, c'est surtout le médecin, on parle souvent de l'effet placebo, mais le lien rassurant d'un spécialiste fait une part énorme, colossale d'un processus de guérison qu'on connaît pas, qu'on est incapable de définir avec des termes, biochimiques, hormonaux ou nerveux, quoi. La guérison, c'est tellement quelque chose de complexe. Et ben là, bah oui, l'absence d'anxiété, le soulagement d'être accompagné par quelqu'un de compétent et cetera, c'est irremplaçable. C'est certainement pas une machine ni ChatGPT qui pourra le remplacer. Donc, voilà, notre plus-value, elle est vraiment ici. Et toi, je serais curieux de savoir, heu, parce que, la fin de tes études, c'était il y a 4 ans. Là, tu as 4 ans heu, de post-doc, et pourtant tu as déjà fait ce pivot très concret de t'intéresser à tout ce qui est, préventif, et cetera et ben, tu as parlé de quelques grands piliers là, dont la nutrition. J'aimerais bien qu'on les reprenne, notamment la nutrition évidemment, on est tous les 2 dans un secret dans Féroce donc on va avoir un biais par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire aussi que on s'inscrit totalement dans la démarche, de Féroce et donc de David, qui est celle intégrative, holistique, globale, et qui nous pousse en fait à être au top. Vraiment, qui nous pousse à faire des recherches quand il faut faire des articles, quand il faut prendre la parole pour Féroce. On peut pas se permettre de faire les choses de manière approximative. Et donc, par rapport à la nutrition, qu'est-ce que tu as, ouais, à quel moment tu as écarquillé les yeux, de dire: «Merde alors, moi médecin je savais pas ça, je peux sauver des vies avec ça ou il faut que les gens sachent. Et quel moment tu as vu comme ça? c'est une vaste question, mais je dirais que ça a commencé où progressivement, je me rendais compte que tu as certains patients qui arrivent aux urgences. On va prendre le plus simple, ça va être par exemple la douleur abdominale, la douleur de ventre. Ou bah, aux urgences, on a une obligation de moyens, donc notre premier réflexe, c'est après l'avoir examiné, de se dire: «Bon, j'ai pas de choses qui m'inquiètent plus que ça, mais on va quand même lui faire une prise de sang». On fait une prise de sang où on recherche, certains marqueurs, de façon, on va dire qui répondent peut-être à 70 des questions. Et ces marqueurs, typiquement la CRP, le marqueur de l'inflammation, qui est généralement ce qui nous inquiète le plus sur les douleurs de ventre pour être sûr que ce soit pas des occlusions, des abcès, des surinfections, tous ces problèmes-là ou des problèmes rénaux, sur la créatinine, ben, on se dit: «Bah, la prise de sang est normale». Mais cette personne, du coup, je vais lui mettre des médicaments pour la soulager. Donc je vais mettre un pansement sur une plaie. Puis cette personne potentiellement va plus avoir mal. Donc elle va rentrer chez elle et je vais lui prescrire ses médicaments. «Oui mais docteur, j'ai quoi?» «Ah bah, moi, au début, ça me gênait beaucoup quand j'étais étudiant et un jour, on m'a donné la réponse qui m'a beaucoup plu et qui m'a dédouané, qui est: «Ah, vous savez, si aux urgences, je sais pas ce que vous avez, c'est une bonne nouvelle, c'est que potentiellement, ça veut dire que vous allez pas mourir». Parce que moi, je suis formé pour connaître les urgences graves. Donc là, c'est pas dans le cadre d'une urgence grave. Donc je peux vous dire qu'à 90 ou 95 c'est pas grave. Je ne ai pas de réponse, mais ce n'est pas grave et que si jamais ça va pas mieux d'ici 2 jours, vous revenez, on refera des analyses et on verra. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui est une appendicite trop précoce pour qu'on la voie et du coup, bah, vous pouvez revenir. De toute façon, on est ouvert, 24 heures sur 24. Donc au début, ce cheminement m'allait plutôt pas mal parce que, bah, je faisais mon métier, j'éliminais l'urgence et le grave et je proposais une alternative que si ça va pas mieux malgré les médicaments qui faisaient du traitement symptomatique, de revenir. Mais sauf que, bah, ces gens, s'ils revenaient pas, potentiellement, ils allaient chez eux, ça allait mieux, mais ils avaient pas de réponse à leurs questions. Et il y en a certains où ça traînait un petit peu, donc ils revenaient aux urgences. Donc on refaisait des analyses qui étaient normales. Donc on l'envoyait par exemple à un gastro-entérologue, donc spécialiste on va dire du ventre.
où elle avait un scanner. Donc une imagerie qui retrouvait rien de particulier. Et puis le gastro-entérologue faisait une endoscopie, donc il passe une petite caméra pour aller voir ce qui se passe dans l'estomac, et on retrouvait des fois un ulcère, des fois des petits problèmes, ou des fois rien. On me disait, bah, il y a toujours rien. Et au fur et à mesure, bah, c'est des personnes qui rentrent dans un système de soins où on fait ce que la médecine classique, j'ai envie de dire, nous demande de faire, d'éliminer justement toutes les thérapeutiques sur lesquelles on peut mettre des mots. Et un jour, j'ai un collègue qui m'a dit, mais tu sais, en gastro-entérologie, on a presque 30 à 40% de nos consultations pour douleurs abdominales qui sont à examen normal et on n'a pas vraiment trop de solutions, quoi. En fait, c'est de se dire, mais du coup, est-ce que la solution n'est pas autre? Mmh. Donc parallèlement à ça, je me suis formé, j'ai découvert l'hypnose et les pouvoirs et les ressources de notre cerveau où, ça a remis en cause mes 10 années de médecine parce que voilà, on parlait de l'effet de placebo, on parlait de l'importance du contact humain, de comment le médicament est présenté. Il y a même certaines études, avec leur biais, mais qui allaient jusqu'à dire que le principe actif, donc la molécule, représente que 20 de l'efficacité du médicament et que tout le reste, c'est la confiance, du médecin, comment c'est présenté, la confiance de l'entourage aussi, au traitement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent là-dedans. Donc, j'ai commencé à remettre un petit peu en cause de tout ça et à réfléchir autour de ça et me dire, mais en fait, le ventre, si tout est rassurant, qu'il n'y a pas de choses graves en aiguë, est-ce que c'est pas simplement, ça vient pas de l'alimentation? Parce qu'on nous bassine avec, oh, le sucre, on sait que c'est pas bien, les graisses, on les a diabolisées. Heu et en fait, quand on creuse, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup à la fois de mythes, comme ce fameux fat bashing, duquel on est complètement revenu, et de se rendre compte que, bah, ouais, en fait, quand on regarde depuis la révolution industrielle, des années 80, maintenant on met du sucre de partout, on n'a jamais été aussi obèse, aussi en mauvaise santé, et que tout ça, en fait, c'est l'étincelle, en fait, c'est un déclencheur de beaucoup de choses. Et donc je m'y suis vraiment intéressé, et en fait, de se dire que, sans même tomber dans le dogme du régime, de dire: «Il faut être cétogène, il faut être carnivore, il faut être, paléo, il faut être ci et cetera», de juste se dire: «Mais attendez, qu'est-ce qu'on consommait?» Et j'adore, moi, cet adage, je crois que c'est, ah! Caleb? Heu, non, voilà, tu vois? Beh, ça va revenir quand je vais te le Vas-y. dire, mais ce fameux «Si ça ne court pas, vole pas, nage Ah, pas Harley et pousse Quinn. pas dans un arbre», voilà, Polly Quinn, de se dire qu'en fait, ouais, c'est ça la base. Et moi, j'aime bien le pousser même au-delà, de dire: «Mais en fait, si on le consommait déjà il y a 500 ou 1000 ans, en théorie, c'est que c'était déjà présent». Mmh. Et du coup, si on est sur quelque chose de local, brut et varié, tout le reste, c'est du petit plus. Mais ce petit plus, ça correspond peut-être à 20 des gens qui ont besoin, d'avoir quelque chose d'ultra précis. Il y a tout un débat actuellement sur les oxalates, entre autres, mais de se dire, bah oui, en effet, ce problème lié aux oxalates, ça représente peut-être un certain pourcentage de la population qui en aura besoin. Mais pour les 80 autres restants, simplement conscientiser leur alimentation et à quel point, en fait, ce qu'ils mangent va impacter sur la suite, bah, ça devrait partir de ça. Mmh. Et donc, quand on fait le lien avec l'alimentation, ça va rapidement faire le lien aussi avec l'activité physique. On parlait de la sédentarité, avec le sommeil, avec le stress. Je reviens un peu sur l'hypnose, mais même sur le discours intérieur et le pouvoir des mots, la façon dont on va se percevoir, où on va aborder la journée. Ben, en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait un énorme panier qui est un déclencheur, qui peut faire en fait que la vie peut basculer d'un côté ou de l'autre. J'ai récemment fait une conférence pour Octobre Rose sur un gros groupe où j'ai décidé d'aborder, avec un ex justement de médecine du bon sens, j'ai envie de dire, les cancers. Et ce que je leur disais, j'ai regardé, si on prend les recommandations de la Ligue contre le cancer, donc quelque chose de national, en fait, simplement en changeant son hygiène de vie, le tabac, l'alcool, l'activité physique, l'alimentation, on pourrait prévenir, d'après eux, d'après leur méta-analyse, jusqu'à 48% des facteurs de risque de cancer. On parle que des facteurs de risque, donc ça ne veut pas dire que c'est du 1 sur 2 qui pourrait être prévenu à terme, mais quand même sur les facteurs de risque, de se dire, mais en fait, 50% des problèmes de santé qu'on a partent de la base, qui est ce qu'on va mettre dans notre corps, comment on va traiter notre corps et comment on va penser. Je trouve que quand on arrive là-dedans, c'est de se dire, en fait, avant de mettre des pansements sur des plaies, peut-être qu'on peut revenir à la base, revenir à l'origine du pourquoi, du comment, et que les 2 peuvent être complémentaires. Bah, dis donc, ça fait du bien d'entendre un médecin qui parle comme ça. Non, mais c'est vrai, hein. Même si ton discours, je le connais par cœur, hein, on se connaît très bien, mais ça fait toujours beaucoup de bien, d'avoir une forme de sagesse, tu vois, qui est transmise. En plus, pas par quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, tu vois? Ça t'a pas pris une vie de remarquer ça. C'est comme tu dis, beaucoup, c'est du bon sens. Hem et la nutrition et tout ce que tu viens d'énumérer qui pourrait,
pallier un grand pourcentage, en tout cas des problèmes de santé actuels, que ce soit 48%, 50%, peu importe en fait. Moi, j'ai l'impression que si on ne fait pas cette pédagogie-là, ce travail préparatoire, où on éduque les personnes à leurs responsabilités, c'est-à-dire à le fait que tous les gestes du quotidien comptent pour votre santé. Il y a pas un moment Mmh. où votre santé, c'est une bulle et rien ne l'impacte. Tout l'impacte, mais absolument tout. Comme tu l'as dit, l'histoire que vous racontez dans votre tête, votre relation au travail, ce que vous faites au travail, le fait que vous passiez votre journée sur la chaise, en fait tout, ce que vous mangez, ce que vous dites, l'idée que vous faites de ce que vous mangez aussi. Parce qu'il y en a qui mangent très bien, mais qui se disent qu'ils culpabilisent parce qu'ils mangent de la viande rouge, tu vois? Complètement. Bon, peut-être qu'elle est parfaite votre viande rouge, hein, bah non, vous culpabilisez parce qu'on vous a mis dans votre tête que c'était mauvais, et cetera, fait que, au bout du bout, quand une personne tombe malade, c'est-à-dire quand le terme de maladie, tu sais, du côté alternatif et surtout, de mon regard du vivant qui, pour moi, juste un flux métamorphique d'une seule chose qui se transforme continuellement, c'est juste un déséquilibre. C'est juste que ça tend vers un extrême et ça s'exprime sous forme de symptômes. Mais tu vois, pour faire pas un pied de nez, mais moi, j'ai perdu mon papa d'une leucémie. Heu, le cancer, ça va quoi. Cancer, J'ai perdu ma sœur d'un cancer aussi, donc voilà. là-dessus, on est des personnes, on sait de quoi on parle, quoi, on est exposés. Oui, voilà, on est sensibilisé à tout ça et les termes guerriers de lutter contre, tu vois? La lutte contre le cancer, rien que ça. Tu vois, tu parlais de l'importance de ce qu'on se dit dans la tête. Mais alors la sémantique, les mots qu'on choisit, nous conditionnent. Si on commence à lutter contre une maladie, ça veut dire que de base, on est, contre le vivant. C'est-à-dire il est en train de s'exprimer et de nous dire que nos habitudes sont mauvaises. Donc il faut pas lutter contre ça, c'est un message, signal d'alarme. Le cancer, bon, bah, le corps a fait une tumeur. OK, mais c'est parce qu'il y a des raisons à ça. Parce que si on n'est pas éduqué à toute la prévention, quand on va arriver au bout du bout et que la tumeur sera là, le cancer sera là, le diabète sera là, peu importe, la seule chose qui va nous rester comme case à jouer pour justifier ça, c'est la fatalité. C'est-à-dire, ça m'est tombé dessus Mmh. par hasard, ça pourrait être mon voisin, ben non, en fait, c'est moi. Et ça n'a aucun lien avec les 30 années que j'ai passées assis à bouffer McDo, et cetera, et cetera, et cetera. Mais c'est fort en fait, hein, et il y a un truc à je pense qu'on est les premières générations à ouvrir autant les yeux, en fait, sur l'importance du quotidien et de l'hygiène vitale. Parce que quand, j'ai ce genre de discussion avec la génération d'avant, donc la génération de nos parents, par exemple, bah, c'est quand même, dur pour eux d'avaler ça. C'est-à-dire, parce que ça remet en ça ébranle tout leur système de pensée, quoi. C'est-à-dire on nous a ils les ont biberonnés. Ils, quand je dis ils, c'est le système, hein, le système consumériste. C'est-à-dire vraiment la machine qu'on a mis en place, surtout après la Seconde Guerre mondiale. C'est le truc de, vous êtes des enfants, tous les citoyens, vous êtes des enfants, on va vous chouchouter à tous les sens du terme, hein. Vous allez pas prendre de responsabilité et on vous dira quoi manger, quoi penser et et cetera. Et ben, ça fait que quand tu leur dis: «Mais non, en fait, c'était ta responsabilité de tous tes choix, tous tes actes et cetera, participent à ta santé», c'est pas facile à encaisser. Donc là, je serais curieux de savoir, toi, parce que tu as commencé à prendre la parole, à faire des conférences, ce qui est génial, c'est que tu complémentes ça avec l'hypnose, c'est-à-dire, mais vous savez que, ce que vous pensez et ce que vous savez, ce que vous pensez savoir surtout, conditionne même, votre comportement et votre physiologie, hein, votre rapport à la douleur et cetera. Donc j'aimerais savoir comment tu arrives, par des conférences, par des prises de parole, à transmettre ça, alors que pour des personnes, c'est tellement à 180° de leur système de pensée qu'ils préfèrent rester, en fait, dans le malheur que de tomber dans un truc qu'ils connaissent pas. Et juste avant de te répondre là-dessus, parce que ton approche de lutter contre le cancer, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais évoqué ensemble et que j'aime beaucoup. Mmh. J'aime beaucoup la façon dont tu l'as amené et j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, je pense que ça vient d'un héritage, qu'un héritage génétique où avant, on partait du principe que tous les cancers, si on parle, des cancers ou même des maladies cardiovasculaires, il y a une cause génétique. On sait qu'on va hériter de certains gènes, certaines, déficiences de nos ancêtres et cetera. Mais à l'époque, et je pense que c'est peut-être de ça que venait, lutter contre le cancer, parce que c'était comme tu disais, ça nous tombe dessus. C'est le patrimoine génétique, c'est l'héritage. Et en fait, maintenant, on le sait depuis des années, une dizaine d'années, 20 ans, même peut-être encore plus, je dirais, qu'en fait, c'est pas que de l'héritage. Et maintenant, la vraie sensibilité
la vraie découverte, moi aussi, sur ces dernières années, c'est de se dire, mais en fait, la génétique, ça représente presque maintenant qu'une petite partie. La génétique sur, par exemple, les maladies cardiovasculaires, en fait, c'est moindre. D'ailleurs, pour les facteurs de risque cardiovasculaires, les premières choses qu'on demande, on demande pas en premier généralement on le demande toujours, mais moi je sais que c'est pas la première question que je pose, savoir si dans la famille il y a des morts subites avant 50 ans ou il y a des problèmes cardiaques. On le demande, mais avant ça, on demande toujours est-ce que vous avez de l'hypertension artérielle, est-ce que vous avez du diabète, du cholestérol, est-ce que vous êtes sédentaire. En fait, tout ça, c'est des choses où notre hygiène de vie et notre façon de vivre va avoir un impact direct dessus. Et ça, il y a une part génétique pour l'hypercholestérolémie familiale, pour l'hypertension artérielle, on est d'accord. Mais aujourd'hui, et c'est démontré, c'est que cette part génétique, elle est infime par rapport à notre hygiène de vie. Donc c'est pour ça que, en effet, le terme lutter, pour moi, et je serai vigilant, je pense, les prochaines fois où j'en parle, où je l'entends, parce que je trouve qu'en effet, c'est peut-être aussi à changer. Sur la façon dont on va accueillir tout ça et remettre en cause, de se dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux, avec certitude, éliminer les 80% des raisons qui ont fait que j'ai créé ce cancer, créé cette pathologie dans mon mode de vie et que je l'ai bel et bien hérité? C'est terrible. Je te coupe parce que pour moi euh, c'est l'œuvre vraiment. Je pense que c'est l'œuvre d'une vie. Ce que j'essaye de transmettre, ça, c'est le point pivot à mes 25 ans quand j'ai perdu mon papa. C'est ce qui m'a fait quitter le Japon pour revenir ici et ce qui m'a fait tourner dans le monde de la prévention, du sport, de la santé, etc. Euh, parce que euh, je voyais vraiment ce terme de fatalité, de fatalisme, de dire ah bah, c'est comme ça. C'est comme ça la vie, tu vois, ça peut frapper n'importe qui, le cancer, le machin, etc. Et ça me met j'en ai vraiment horreur, vraiment. Parce que si on continue à dire lutter contre une maladie, etc., on se replace du côté de la fatalité. C'est-à-dire, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est un truc externe Exactement. contre lequel il faut que j'attaque avec des petites armes, tu vois, qu'on dézingue ce truc-là, tu vois. Je ne suis pas responsable de. Et ben oui, alors que si on abandonnait l'histoire de la maladie, je sais que c'est lourd à admettre, mais vas-y, on abandonne. Tumeur, cancer, etc. Ok, il y a des gènes, il y a l'oncologie, ça s'exprime. Mais qu'est-ce qui n'est pas génétique et qu'est-ce qui n'est pas épigénétique? Au bout d'un moment, le vivant, c'est un flux. Ok, vous êtes un tas d'atomes qui a pris forme, qui va se désagréger, que ça reprendra forme derrière. On a tous des atomes de Michael Jackson et de Elvis Presley en nous. Enfin, on est un truc qui se métamorphose au fil du temps. Bon. Euh, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va dire va impacter cette chose-là qu'on appelle le vivant, qu'on appelle la vie, le flux. À partir du moment où on va dire je vais me battre contre ce truc extérieur là, mais vous ferez de votre vie une guerre, mais c'est pas seulement une guerre interne, c'est-à-dire c'est aussi un truc sur lequel vous allez porter votre attention votre vie durant, et à la fin de votre vie, sur votre lit de mort, dire putain merde, toute ma vie je me suis demandé qu'est-ce que je devais manger pour pas avoir le cancer. Toute ma vie je me suis battu contre un truc extérieur, alors j'aurais pu faire en sorte de bâtir une cathédrale, être avec mes proches, être heureux et pas être anxieux, etc., etc. Tu vois, c'est tout un truc, une machinerie où, au bout d'un moment, comme bah tu vois, je vais rebondir euh, sur ta pratique de l'hypnose. Quand tu captures l'attention de quelqu'un pour la mettre quelque part, tu vois, et que tu as capturé son attention et tu l'as fait partir en transe. Bah, c'est exactement ça. On vous capture l'attention pour faire croire que c'est une lutte, un combat. Mais en fait, vous tapez, c'est comme Don Quichotte qui tape sur des moulins, tu vois, il tape au hasard. Donc voilà, c'est vraiment une psychologie qu'on a par rapport à santé versus maladie. Ben déjà, il faudrait pouvoir définir ces termes-là. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse me définir clairement qu'est-ce que c'était la santé et qu'est-ce que c'était la maladie. Vraiment, jamais. Donc tout ton travail, en plus avec tu vois, la prestance du médecin, je pense que de nos jours, mais il est essentiel, essentiel ce que tu fais dans ta transmission. Donc bref, voilà, bref. Non, Vas-y. mais sur la définition de santé, ça m'évoquait la définition notamment de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et tu vois, là, je me suis mis sous les yeux et je la trouve à la fois hyper précise et tellement vague. Pour eux, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. D'accord. En fait, quand tu dit ça, t'as à la fois tout dit et rien dit, quoi. Oui, on sait On toujours montre à pas. quel point On ça comprend bien l'intention de dire c'est c'est ça, global, c'est total, mais il dit surtout, mais ce n'est pas ça. Ok, bon, vous c'est ça. m'avez dit ce que ce n'était pas, mais s'il faut attendre d'être
et épanoui parfaitement socialement, en fait, on n'est jamais en santé. Donc on est en Il faut santé au niveau des combiner, fois? Ou est-ce qu'il y a des niveaux? Genre, je suis niveau 1 dans la santé, au niveau 2, c'est ça. je suis niveau max. Compliqué. Voilà. Et pour revenir à ta question de base, par rapport justement à cette volonté de transmettre, d'accepter, enfin de faire ces conférences et en fait, j'ai envie de dire, c'est le déclic, c'était, à votre contact avec les Nakama et notre grande discussion, je nous revois très bien dans la voiture, au bootcamp numéro 2, où justement, c'est d'accepter de prendre cette casquette de médecin et d'assumer cette casquette de médecin qui, aujourd'hui, aux yeux de certaines personnes et certaines populations, veut encore dire quelque chose. Mmh. Parce que sur certains sujets, il y a des choses, je les ai appris de vous, il y a des choses, je les ai appris de mes lectures. Et il y avait un peu cette chose de dire, mais en fait, je connais quelqu'un qui peut en parler encore mieux que moi. Par exemple, c'est demain, si je parle des bains froids, que je pratique du coup depuis maintenant presque 10 ans, j'aurais envie de dire, bah, attendez, moi, je connais Pierre Dufraisse qui a fait quand même avec des grands du bain froid, etc. Il pourrait en parler mieux que moi. Et après, c'est de se dire, bah, en fait, non, peut-être que les gens, que ce soit un médecin qui fasse peut-être 50% du chemin, de dire, le bain froid, c'est quelque chose que je pratique. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire. J'ai failli faire ma thèse de médecine dessus, sur comment, justement, sur la gestion du stress, ça pouvait avoir un intérêt. Et de se dire, et c'est pour peut-être les pourcentages restants, dans lequel cas il y a un expert qui pourra répondre à votre question, mais que les gens, c'est pas ça qu'ils attendent forcément d'un médecin. Et que de mettre cette casquette de médecin et de dire, moi, je veux faire le pont entre ces pratiques qui peuvent sembler des fois ésotériques, qui peuvent sembler euh, de médecine douce, et je déteste ce terme, et par rapport à la médecine beaucoup plus allopathique, en fait, on peut faire le point et tout le monde peut se rejoindre dans un. Donc ça serait, voilà, j'ai envie de dire, c'est accepter de prendre cette casquette et de dire ce à quoi je crois, essayer de l'étayer scientifiquement au maximum et de l'expérimenter aussi par soi-même, d'être ce que tu prônes. Être en fait, ne pas être ce médecin qui est potentiellement en moins bonne santé que le patient. C'est voilà, c'est un peu le paradoxe du pompier, j'ai envie de dire, où quand on dit aux gens qu'on imagine un pompier, on l'imagine beau, musclé, qui va pouvoir vous sortir des flammes. En fait, si en face de vous, vous avez une personne obèse qui arrive pas à courir et qui peut pas monter une petite rambarde de 2 mètres, eh ben, ça colle pas. Et je pense que le devoir aussi du médecin et du soignant en général, ça devrait être aussi de pouvoir dire, regardez, moi j'ai eu telle pathologie, j'ai eu tel problème, ou à l'inverse, je mets telle chose en place dans la prévention, et voilà mon feedback, voilà mon retour personnel, voilà mon expérience, et juste de prôner. Le médecin qui est sédentaire toute la journée et qui fait pas d'activité physique, pour moi, tu peux pas te permettre d'aller dire à tes patients d'aller courir, d'aller bouger. Le médecin qui sent le tabac froid et qui va dire à un patient arrêtez de fumer, pour moi le discours c'est pas le bon. Et donc du coup, on devrait avoir aussi ce devoir d'exemplarité, de pouvoir dire, bah soit je sais par quoi vous êtes passé, soit à l'inverse, moi je suis à l'opposé de ça et je me porte mieux, mais voilà les clés. Voilà les clés que je peux vous donner. Voilà l'accompagnement qu'il est possible de faire. Et ça, je pense que c'est vraiment notre devoir et c'est le devoir que je me suis aussi donné de par ces conférences, d'essayer de promener que, ouais, moi j'ai connu aussi des moments et même très récemment où, la médecine, classique était dans l'absence de réponse. J'ai Mmh. fait ma lombalgie là où j'avais des douleurs au dos qui traînaient depuis 1 an après mes championnats du monde en ultra. En fait, j'ai pas eu de vraie réponse par la médecine classique. J'ai fait les examens, j'ai passé la main à des confrères, j'ai vu des kinés, j'ai pas eu de vraie réponse jusqu'à ce que je tombe sur un kiné qui avait une approche justement un peu entre deux, qui était aussi ostéopathe, qui m'a manipulé, qui a libéré tout ça, et qui m'a montré en fait que j'avais des déséquilibres musculaires et des compensations qui s'étaient mises en place. Et c'est simplement ça, que c'était simplement de la mécanique, qui avait mis en place des compensations, des déficits et qu'il fallait les corriger. Je suis passé de il y a 1 an, je me disais que je pourrais peut-être plus jamais courir. Et maintenant, j'ai repris l'activité physique quasiment normalement et je suis médecin. C'est-à-dire, j'ai une accessibilité aux professionnels de santé qui est simple et qui est facile parce que j'ai des amis, j'ai des confrères, je peux me faire mes propres ordonnances. On n'a pas des vrais passe droits, mais au moins on sait se gérer. Et du coup, je me suis mis aussi à la place du patient qui se retrouve perdu là-dedans, sans forcément sans les connaissances de réfléchir à tout ça, et quelqu'un qui va lui donner le résultat d'IRM qui dit qu'il y a quelque chose mais qu'en fait il n'y a pas grand chose, ou quand tu lis entre les lignes on comprend qu'il y a rien et que ça explique peut-être pas. Derrière, qu'est-ce qu'on en fait? On leur dit écoutez, l'IRM est normal, donc votre dos, je sais pas, allez faire du kiné. Tu vas aller faire du kiné et en fait tu tombes sur un kiné qui est pareil, qui reste dans les clous, qui va peut-être te faire du massage, qui va peut-être
pas avoir cette approche de beaucoup de kinés maintenant, et là-dessus, les kinés sont assez précurseurs, justement, sur le fait de remettre beaucoup plus de mouvement, d'avoir des approches différentes, mais de se dire, voilà, selon sur qui tu tombes, ça peut changer ta vie d'un côté ou d'un autre. Et du coup, c'est un peu ce message de dire, bah, en fait, ouais, il y a d'autres possibilités, et en fait, le fait de savoir, c'est pouvoir s'orienter au mieux, quoi. Mmh. Génial. Merci beaucoup, heu, de remettre le savoir au centre. Je pense que c'est essentiel et que ce savoir-là, il est vraiment, de l'ordre de la responsabilité individuelle. Il faut aller le chercher. C'est pas parce qu'on a ChatGPT et Google de nos jours, qu'on peut l'avoir. Il faut vraiment se former. C'est le but d'avoir créé le centre de l'Hormèse, hein. C'est vraiment, si vous voulez prendre votre santé en main, au-delà du fait de vouloir vous-même devenir thérapeute, mais il faut Sûr. vraiment, avoir une culture, hein. La culture, elle mange la stratégie au petit déjeuner. ChatGPT pourra vous donner une bonne stratégie, mais ayez une culture pour comprendre pourquoi vous faites les choses. Et ça, c'est, vous devenez après bulletproof. Vous êtes par balle. Sans cette culture-là, c'est compliqué. Et même quand on a la culture, bah, toi, il a fallu, voilà, comme tu l'as très bien expliqué, que tu passes entre les mains de plusieurs personnes. Une personne qui est perdue, qui a pas la culture, qui va trouver justement les stratégies des autres, des méthodes X ou Y. Ça peut être, un cheminement de plusieurs, années, voire plusieurs dizaines d'années, à rester avec une douleur, une pathologie, complexe. Donc, la prévention et l'éducation avant tout. Et toi qui, j'espère qu'on peut le dire, sinon je couperai, tu vas être papa. On Hem, peut lui dire. j'aimerais, j'aimerais que tu nous parles des enfants. Heu, comment tu projettes le fait de transmettre justement ce rapport à la mort à un enfant? C'est particulier quand même, parce que pour moi, c'est le cœur du problème, hein, c'est qu'on a peur d'avoir mal, donc on souffre. Une douleur se transforme en souffrance, on interprète la douleur comme quelque chose d'extrêmement négatif. Parce que, on place une certaine forme de la peur de la mort où, l'idéologie du transhumanisme s'installe de manière un peu insidieuse, sans qu'on le dise, mais un petit peu dans toute la population. C'est-à-dire, bah, ouais, c'est bien, on vit plus longtemps de nos jours. Ah ouais, et puis maintenant, on va pouvoir vivre 150 ans, ouais, ouais. Tout ça, ça s'installe petit à petit. C'est-à-dire la mort, c'est pas bien. La mort, c'est pas la vie. La mort, c'est le contraire de la vie. Comme la maladie est le contraire de la santé. Et on sait toujours pas ce qu'est la vie. On sait toujours pas ce qu'est la mort, hein. On n'a toujours pas défini ce que c'était. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est capable de donner une bonne définition de tout ça. Mais on en a peur. Et une peur, là, je sais pas pourquoi. Et on va vivre sa vie dans la peur au lieu de vivre sa vie. À faire des choses bien. À s'inscrire dans une dynamique de groupe. Pour la famille, le clan, la ville, peu importe. Mais à construire véritablement sa propre cathédrale. Ben non, on va vivre dans la peur de quelque chose qui est loin, qu'on ne connaît pas, et en plus, quand ce sera là, on pourra même pas l'expérimenter parce qu'on sera mort. Sans doute que la conscience, sera ailleurs, en tout cas que dans l'enveloppe charnelle. Donc, pour un bébé et un enfant qui va commencer à comprendre le monde, comment tu lui fais comprendre l'impermanence des choses? Comment tu lui fais comprendre que papa, ouais, il travaille, dans un milieu où, il y a des urgences, et ben, il y a des gens qui perdent la vie, c'est comme ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce genre de choses? J'y ai réfléchi un petit peu, de par, le bouquin que tu as écrit, entre autres, pour faire un petit peu de pub, parce que c'est vrai, c'est, le sujet de certaines discussions que je peux avoir avec ma femme, Mmh. et c'est vrai que, c'est quelque chose que j'ai toujours aussi regretté un petit peu, sur le plan humain, c'est qu'on vit dans l'illusion de notre immortalité, et je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que, en tout cas, c'est mon point de vue et je le vois comme ça, c'est que comme tu dis très justement, on sait pas ce qu'est la vie, on sait pas ce qu'est la mort, mais on sait que c'est la mort qui, mine de rien, rythme notre vie. Que si demain on nous promet d'être immortel, je suis pas sûr qu'on ferait les mêmes choix. Est-ce qu'on va se lever à 6 heures du matin pour aller voir le lever de soleil, parce que on se dirait: «Bon, s'il est pas là, il faut que je le revoie dans 10 ans, je serai toujours là». Donc en fait, c'est vraiment conscientiser ça. Et moi, ce que j'aimerais justement chez cet enfant à venir, c'est réussir à pas, je dirais pas banaliser la mort, mais plutôt sortir de cette illusion d'immortalité où même je le vois, il m'a fallu des années de conscientiser tout ça, où on disait aux enfants de patients qui décédaient, on disait pas: «Il est mort». On dit: «Il est parti». Il est parti où? On sait pas, mais il est parti. On n'allait Mmh. pas prononcer le mot mort. Et moi, c'est quelque chose où je m'attache maintenant sur toutes les annonces de décès que je peux faire, que ce soit en SAMU ou aux urgences, c'est mettre le vrai mot, la vraie chose. Et ça, pour en avoir discuté avec des psychiatres et des psychologues, ils disent que justement, ça participe à faciliter le deuil. Ouais. Parce qu'on va, ça peut sembler brutal pour certains de dire, bah, votre proche est mort ou est décédé.
Mais en fait, c'est la réalité. Et c'est les remettre dans le ici et maintenant de la chose et pas donner cette fausse réponse de ah bah il est parti, il nous a quittés. Où je trouve que justement même sur la sémantique, on va venir trouver une sémantique plus douce, moins violente. On va venir s'adapter. Alors qu'en fait, bah oui, tu vois, on parlait des événements de vie qui nous ont tous les deux marqués par rapport à nos proches. Ben en fait, c'est la vie et ça fait aussi réfléchir au sens de la vie et à ce qu'on veut dans notre vie. C'est parce qu'on est exposé justement à cette mort que on va pouvoir faire des choix de vie aussi différents. Peut-être de faire le choix de sortir la tête de la rat race ou d'une relation toxique ou je ne sais quoi qui nous retient parce qu'on a peur de franchir le cap ou pour revoir complètement sa carrière professionnelle. Bah, c'est parce que justement, on sait que ce jeu, il est potentiellement fini. Et moi, je le côtoie tous les jours. Je vois des Mmh. jeunes, des fois, qui ont notre âge, qui sont plus jeunes que nous, qui décèdent suite à un accident de voiture avec des problèmes de santé. Et c'est de se dire, mais attends, ça aurait pu être moi. En fait, je dois avoir la gratitude de me dire, je me suis levé, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai des proches, je suis en bonne santé, je peux voir un nouvel lever de soleil. Et du coup, sur cet enfant, ça serait réussir à lui transmettre que dans la vie, tout n'est pas forcément acquis, que oui, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui meurent. Et je pense qu'en fait, c'est notre devoir en tant que parents d'en parler librement. D'en parler librement sans tomber dans un contexte anxiogène où il va avoir peur de mourir ou autre. Mais tu vois, avant qu'on fasse cet enregistrement, j'étais au téléphone avec mon frère et j'ai un de mes neveux là qui a 14 ans et il a la voiture sans permis comme tous ces jeunes maintenant. Bah là, l'autre jour, il a pris la voiture, il allait se mettre en montagne, il est parti faire 1 heure de trail tout seul avec le chien. Et comme je disais à mon frère, je dis mais c'est génial à 14 ans de lui donner cette liberté où en fait c'est juste incroyable et pour certains, c'est inconcevable. Un enfant qui part tout seul de la maison, courir 1 heure en montagne et revenir comme si de rien n'était. Comme disait mon frère, il me dit: «Mais en fait, il aurait pu traverser la route en sortant du collège et se faire écraser. Ouais. Le risque, c'est le même» et sauf que là et moi, c'est comme ça que je l'ai interprété et que j'aimerais aussi, rester vis-à-vis de mon enfant, c'est de se dire que, bah, si c'est le cas, c'est que ça devait arriver et en fait, peut-être que je préfère qu'il tombe d'une falaise et ça serait dramatique, mais en faisant quelque chose qu'il aime, plutôt que de ne pas avoir vécu, de pas avoir eu l'intensité de cette vie, de pas avoir pris le temps de vivre au jeu de la vie, j'ai envie de dire. Parce que, tout peut s'arrêter demain. Demain, comme on disait juste avant, quelque chose peut nous tomber dessus, hein, cette fameuse maladie qui pourrait nous tomber dessus, comme tous ces gens qui arrivaient à la retraite et ben, en fait, et je trouve qu'en ce moment, en plus, je fais pas mal de diagnostics comme ça et je trouve ça d'une tristesse, horrible, qui arrivent à la retraite et en fait, l'année de la retraite, dans les 5 ans qui suivent sinon, diagnostic de cancer, diagnostic de infarctus, AVC et de se dire: «Mais en fait, ces gens, ils ont attendu toute leur vie leur retraite pour pouvoir vivre, pour s'autoriser à vivre, pour en fait que, bah, la maladie les rattrape». Parce qu'ils ont payé, ils ont cumulé les années passées justement à pas prendre du temps pour eux. Et donc je pense que c'est ça et c'est notre devoir d'enseigner à l'enfant, de lui dire: «Bah, écoute, dans la vie, il y a des devoirs, il y a des obligations, mais il y a aussi des moments qui peuvent être chouettes. Il y a aussi des moments où il faut savoir dézoomer et se dire: ouais, est-ce que c'est ça sur mon lit de mort ou si jamais un jour il t'arrive quelque chose que tu vas raconter, que tu vas regretter?» C'est le fameux, bouquin là des 5 regrets des mourants là, heu, une nana qui s'était amusée à ça, je crois que c'était en Australie, elle demandait justement à ses patients qu'elle suivait sur du soin palliatif et moi c'est vrai quand je discute avec des personnes âgées qui sont en excellente forme et que j'aime bien leur demander leurs secrets justement de longévité, mais en fait souvent ils disent qu'ils ont une vie simple, mais une vie heureuse et à aucun moment ils me disent: «Oh là là, c'est parce que j'ai travaillé pendant des heures» ou «C'est parce que j'ai fait tel sacrifice». Non, souvent c'est la simplicité du jardin, c'est la simplicité de la gym matinale, de vivre pour la famille, pour les enfants et d'être conscient que, bah, un jour tout ça va s'arrêter et qu'il faut en avoir profité. Ben ouais, hein, mic drop. C'est ça, hein. Non, mais c'est vrai, évidemment, j'abonde dans tout ton sens. Pour les enfants, il nous manque énormément de rites initiatiques, de passage, de moments de passage, de moments clés, hem, de moments où on se rend Franchement. compte justement, que tout peut s'arrêter. C'est ce que j'ai essayé de faire et tu étais là au dernier stage du centre de l'Hormèse où c'était dur et c'était une épreuve, tous ensemble et c'est fédérateur. Hem et ce culte pour moi du confort, je pense que c'est celui-là qui est complètement, concomitant et concordant avec la peur de la mort. C'est-à-dire qu'on brandit le confort comme l'objectif ultime de la vie.
l'absence de contraintes, que ce soit facile en fait. Faciliter la vie, c'est bien. Que la vie devienne simple, sans contraintes, confortable, c'est le mieux en fait. C'est mieux. Mmh. Donc vous allez rechercher ça toute votre vie. Alors que non, une vie n'est pas faite pour être confortable, une vie, elle est faite pour faire sens. Et les personnes, je pense, qui vivent dans la recherche du confort et dans l'insatisfaction totale, constante, se rendent pas compte à quel point, et je pense qu'on n'aura jamais un instrument de mesure pour le mesurer, mais la douleur physique et les symptômes qui émergent de l'insatisfaction vis-à-vis de sa propre vie, son propre chemin, sont, à mon avis, hein, c'est vraiment, ça n'engage que moi, c'est à mon avis le lit de toutes les maladies. Vraiment, je dis presque toutes. C'est-à-dire le truc de se dire: «J'aimerais que mon chemin ou ma vie ressemble à ça». Vraiment, au fond de moi, je sais que j'aimerais ressembler à ça et je l'incarne pas. Au quotidien, je ne l'incarne pas. Je vais à un boulot qui ne me plaît pas, je ne dis pas les choses que je devrais dire à ma famille, ma femme, mes enfants, je ne les dis pas. Je ne fais ni ce que je devrais faire et je ne dis pas ce que je devrais dire. Ça, pour moi, ça peut détruire, mais n'importe qui mangerait des boulettes féroces, qui mangerait de l'huile d'olive féroce, qui mangerait les meilleurs fruits et légumes sur planète, ça détruirait n'importe qui, en fait. N'importe qui. Et quand quelqu'un prend sa retraite d'une vie insatisfaite, pour moi, le corps décompense, quoi. C'est-à-dire, merde, Complètement. il y a plus, justement, cette lutte, ce combat, cet objet, qui était le point de focus de notre attention. On l'a perdu. On n'a plus personne sur qui se plaindre, en fait. Je peux plus me plaindre que c'est terrible la vie et puis mon boulot me plaît pas et que tout d'un coup, je suis lâché dans la nature et pour là, ça décompense, mais comme tu l'as dit, on perd tout le monde. Donc il y a un truc, de l'ordre beaucoup plus, j'ose dire spirituel. Il y a une prise de conscience, qui doit être faite de, et pour ça, tu vois, je critique beaucoup la société moderne, mais je vais critiquer le monde alternatif aussi. Tous les outils d'autorégulation dont on aime parler, c'est-à-dire le bain froid, la respiration, la nutrition, la méditation, l'introspection, l'écriture, et cetera, qu'on adore et qu'on utilise toi et moi, peuvent aussi être des pièges, peuvent aussi nous empêcher de regarder là où il faut regarder. C'est-à-dire, tu passes ton temps, en fait, à te regarder le nombril et j'avais partagé un moment de mentorat, justement, sur YouTube, j'avais rendu public, d'un élève qui me parlait des cycles circadiens, tu vois, de se coucher, de se lever avec le soleil, de se coucher au moment du soleil, et cetera. Il disait: «Mais tu sais, il y en a qui voilà, qui ont des rythmes décalés par rapport à d'autres, qui sont plus de la nuit, du soir et puis moins du matin, et cetera». Et au bout d'un moment, je disais: «Mais je m'en fous complètement. Mais qu'est-ce que je m'en fous?» Moi, si vous faites une cathédrale de votre vie, si vous écrivez un chef-d'œuvre, si vous composez une musique, qui va devenir le plus grand chef-d'œuvre du monde, mais je m'en fous que vous dormiez pas la nuit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites durant les heures où vous êtes éveillé. C'est ça, en fait. Si vous faites un truc, vous kiffez. Ah, mais vous kiffez à mort. Le dessin, vous dessinez toute la journée. Mais en fait, je m'en fous parce que ça va tellement vous épanouir. OK, vous aurez des cernes, vous serez fatigué, mais ça va tellement vous nourrir. Une vraie nutrition, que c'est pas grave de temps en temps de se faire cette nuit blanche là. C'est pas grave. Mais le pire, ce serait, je pense, je me répète, mais le pire, ce serait arriver sur son lit de mort et se dire: «Putain, je me suis demandé toute ma vie, qu'est-ce que je devais manger?» Imagine qu'on ait pensé toute sa vie à: «Qu'est-ce que je dois manger?» Tu vois, on devient fou avec ça. «Qu'est-ce que je dois mettre dans Mmh. mon assiette?» Au lieu de se dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire de Suffisamment. manger?» Ouais, c'est ça. Donc voilà, je te Non, rejoins mais totalement par rapport à ça. et c et c'est ta grande qualité, et que j'aime beaucoup dans cette amitié et qui est très inspirante, c'est tu cette capacité à naviguer entre les extrêmes et justement les remettre en cause. Comme tu dis, le rythme circadien, c'est un très bon exemple. Tous, et moi le premier, sur des conférences, je dis: «Mais levez-vous avec la lumière du jour et allez marcher dehors», et il faut. Mais en fait, on fait ça parce qu'on vient combler un excès de confort, un excès d'exposition. Alors qu'en fait, ah oui, à l'inverse, c'est les gens comme toi et moi qui sont déjà sur un extrême de se lever beaucoup trop tôt. En fait, peut-être viens, essaye l'inverse, de prendre un jour où tu vas complètement changer de ton rythme, tu vas faire une nuit blanche, tu vas te rendre compte de ce que c'est en fait de pas avoir dormi, de ci, de ça. Et je te rejoins tout à fait par rapport au confort. Je dirais même plus que on arrive tout doucement à le démontrer, à faire des liens de causalité où maintenant le confort tue plus que la prise de risque. Parce que le confort entraîne la sédentarité. Le confort entraîne, le fait de se faire livrer de la nourriture transformée chez soi parce qu'on n'a pas envie d'aller faire les courses, on n'a pas envie de cuisiner. Le confort, c'est de l'ennui parce que tu es devant ton écran, tu attends. Hormonalement, c'est catastrophique. Donc, ça entraîne des dépressions.
ça entraîne encore plus de confort et encore plus de flemme, j'aurais envie de dire. Ouais. Et en fait, si tu mets le confort comme ça devant tous ces toxiques un peu qui polluent notre quotidien, tu te dis, ben, entre ça et aller faire du base jump ou n'importe quelle autre activité à risque, et encore, maintenant, le risque qu'on estime, c'est presque traverser la route alors que il n'y a pas de voiture et que le feu est rouge. Ouais, Bah, c'est de se dire, en fait, il faut remettre la vie au juste prix et au juste plan, quoi. c'est clair. Mais c'est très insidieux, hein. On s'en rend pas compte, mais bon, évidemment, hein, les trottinettes électriques, ou tu sais, les trucs à une Sûr. roue, où tu sais, t'avances comme ça, Oui, là. du repos de là. Bon, très, très facilement, tu te dis, OK, c'est terrible, c'est de la merde, ça empêche les gens de marcher. C'est-à-dire, Mmh. déjà qu'on marche pas assez, mais là, on a même plus besoin de marcher pour se déplacer. C'est C'est terrible. ça. Avant, on avait au moins un vélo où il fallait pédaler, et là, tu même plus besoin de pédaler. OK. Mais ça va plus loin que ça. Tout à l'heure, j'écrivais un email, je commence ma phrase et je vois la suite de ma phrase qui est proposée. Oui. C'est-à-dire qu'on me complète moi-même ma phrase. Même plus besoin de faire l'effort de cliquer sur le clavier. Mmh. Putain. Moi, j'ai pris un temps de recul, limite. J'ai presque, tu sais, presque envie d'insulter l'ordinateur, mais Ouais. laisse-moi galérer. Laisse-moi même faire des fautes d'orthographe. Laisse-moi me reprendre. Parce que c'est dans ce cheminement-là que je vais grandir. Mais en fait, tu m'empêches de croître. Tu m'empêches d'apprendre. C'est terrible, quoi. Et Tout est prémâché. tout est prémâché. Et là, j'ai vu quand ChatGPT, OpenAI avait sorti Atlas. C'est-à-dire, Atlas, tu lui dis, va sur le site d'Intermarché, fais-moi les courses, regarde ce que j'ai pris la dernière fois et fais-moi plus ou moins les mêmes courses. Tu lâches et tu as le curseur de la souris qui bouge tout seul et qui va faire toi-même les courses et qui t'explique dans le chat d'à côté. Là, je suis en train de regarder ce produit parce que la dernière fois, tu avais vu, mais ce produit-là, c'est le même, mais en promotion. Et il t'explique pourquoi il choisit, etc. Tu vois, donc tu n'as même plus Mon besoin, c'est comme Dieu. ça. Et tu peux faire autre chose. Tu vois, vraiment pousser l'assistanat et pousser Ouais. le confort heu, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, en nous faisant croire que c'est mieux. Donc non, 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 non. non, absolument pas, non, non. Ah non. Je pense que ça vient de la même source qu'on décrit depuis tout à l'heure et que pour reboucler avec tout ce qu'on a dit, on a besoin d'éducateurs de santé et c'est pour ça que je suis très content de t'avoir dans le centre. Et donc en conférence le 13 décembre à Paris, place de la Bourse. C'est un super lieu qui s'appelle Morning Bourse, à 14h. Voilà, tu vas revenir sur des points un peu centraux qu'on a vus aujourd'hui dans notre conversation. On va parler de la médecine de bon sens. C'est ça, c'est l'idée, c'est de revenir un peu sur tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui et pourquoi pas, et là, ça serait avec grand, grand plaisir si justement les gens viennent en physique et ont des questions, parce Oui, que le but, c'est justement de pouvoir rebondir, se remettre en cause. Peut-être qu'il y a des choses où les gens n'étaient pas forcément d'accord ou avaient une vision différente, bien sûr. mais allez-y, avec grand plaisir pour vous voir le 13 pour débattre de tout ça, pour venir essayer de faire changer un petit peu tout ça et que ce soit les pensées et les discours des uns des autres, quoi. Donc, Ben si, c'est ça, que ce soit collaboratif, c'est ça. communautaire. On a dans le centre, il y aura des élèves, il y aura des gens extérieurs au centre aussi, qui sont kinés, ostéos, qui sont thérapeutes, qui accompagnent aussi. C'est comme ça qu'on va construire un nouveau système de santé. C'est de manière horizontale, certainement plus verticale, où on impose les choses d'en haut, du haut de la pyramide. Surtout pas. On a besoin de tout le monde pour réfléchir à comment faire évoluer les mentalités. Et je suis très content que tu sois le porte-parole de tout ça. Vraiment, C'est un quitte grand plaisir. à dans le futur, développer des choses autour de ça, écrire des livres comme on en parle en off, faire des cours. Il faut que ça donne naissance à ce genre de choses parce que il y aura des gens qui seront, heu, touchés par la lecture, d'autres qui voudront suivre une formation et plus on multipliera les médiums, les moyens de s'informer autour de tout ça, mieux ce sera, plus on touchera, je pense. Je pense que les rendez-vous sont pris pour, l'année à venir alors. Trop bien. Bon JB, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Très Vraiment. plaisir. Ouais, vivement, bah, ça va arriver vite le mois prochain, qu'on Oui, puisse se voir et qu'on puisse faire, cette belle conférence. OK, oui. Ça va être avec grand plaisir, mon Pierre, et merci encore pour ce bel échange qui est même un beau cadeau pour moi et pour nous parce que ça laissera une petite trace de ces échanges et Exactement. tu vois, y revenir dans quelques années ou même dans un an quand, l'enfant sera né, de réécouter ça tout bêtement et de se dire: «Ah ouais, je m'étais promis ça, bah, j'ai dévié, je vais rectifier comme ça aussi». Donc non, c'est un beau cadeau. Trop bien. Grand merci encore mon JB. Je Merci, mon t'embrasse. Pierre.